Chapitre 11. Montre-moi ton écorce, je te dirai ton âge. Avant de commencer à parler d'âge, autorisez-moi une petite digression sur la peau. Arbre et peau. Abordons tout d'abord le sujet parce que nous connaissons de la peau humaine. Notre peau est une barrière qui protège notre organisme des agressions extérieures, qui retient les fluides, qui contient nos intestins et en même temps assure des échanges gazeux et liquides. De surcroît, elle nous préserve avec efficacité des multiples germes pathogènes qui ne coloniseraient que trop volontiers notre système sanguin. Elle présente une grande sensibilité au toucher. Les stimuli agréables éveillent un désir de répétition. Les douloureux entraînent une réaction de défense. Manque de chance, cet organe complexe subit, comme d'autres, les outrages du temps. Il perd de son éclat et de sa réactivité, des plis et des rides s'installent qui, à quelques années près, révèlent notre âge avec une cruelle précision. Quant au nécessaire processus de régénération, il n'est pas très réjouissant. Nous perdons chaque jour 1,5 g de squame, soit plus de 500 grammes par an. En termes de particules éliminées, les chiffres sont encore plus impressionnants. 10 milliards de particules tombent chaque jour de notre corps. Tout cela n'est pas très appétissant, mais indispensable à la bonne forme de cette grande surface d'échange. Ce processus est aussi celui qui permet à l'enveloppe dont la nature nous a dotés de grandir en même temps que notre corps, sans craquer de tous les côtés. Maintenant, qu'en est-il des arbres? Reste pas les parasites qui ne peuvent s'y développer faute d'oxygène. Un trou dans l'écorce est pour un arbre au moins aussi désagréable qu'une lésion de la peau pour nous, et il va utiliser des mécanismes similaires aux nôtres pour s'en prémunir. Un sujet en pleine croissance gagne 1,5 à 3 cm de diamètre par an. En toute logique, son écorce devrait craquer sur toute sa surface. Oui, devrait. Pour ne pas en arriver là, les arbres éliminent eux aussi une quantité phénoménale de squames d'écorce pour renouveler leur enveloppe. Les squames peuvent mesurer jusqu'à 20 cm, une taille importante en corrélation avec la stature de l'arbre. Observez le sol au pied des arbres par temps de grands vents et de pluie. Il est jonché de lamelles d'écorce. Celles des pins, épaisses et rougeâtres, sont très reconnaissables. Tous les arbres ne desquament pas de la même façon. Certains s'exfolient en permanence. Leur pendant humain se verrait prescrire un bon shampoing antipelliculaire, quand d'autres se dégarnissent avec la plus grande parcimonie. Le liège est un bon indicateur du mode opératoire. Il s'agit de la couche externe de l'écorce, constituée de cellules déjà mortes, qui forment une cuirasse protectrice autour du tronc. Le liège permet également de distinguer les espèces. Si tant est que les individus accusent déjà un âge avancé, car l'indice se base sur l'aspect des fissures, ce qui, en quelque sorte, correspond à nos rides, plis et autres marques du temps. Chez les sujets jeunes, à quelques espèces qu'ils appartiennent, le liège est lisse comme une peau de bébé. À mesure qu'ils avancent en âge, des fissures apparaissent, les premières à la base du tronc, dont la profondeur s'accentue au fil des années. La vitesse du processus dépend de l'espèce. Pin, chêne, bouleau ou Douglas commencent de bonne heure. Hêtre et sapin blanc restent très longtemps lisses. La raison tient à la vitesse d'exfoliation. Chez les hêtres, dont l'écorce gris-argentée demeure lisse jusqu'à l'âge de 200 ans, le taux de renouvellement est très élevé. Il en résulte que leur enveloppe reste fine et s'adapte parfaitement à leur âge, en l'occurrence à leur circonférence, et n'a pas besoin de se fissurer pour s'étirer. Le sapin blanc procède de même. En revanche, pour ce qui est du ravalement de surface, pin et consorts lambinent. Peut-être répugne-t-il à se séparer du superflu, peut-être est-ce aussi une façon de s'assurer un surcroît de protection. Quoi qu'il en soit, il s'exfolie si lentement qu'un liège beaucoup plus épais se forme, dont les couches supérieures accusent parfois plusieurs décennies. Elle date ainsi d'une époque où les arbres étaient encore jeunes et frêles.
Avec l'âge et l'accroissement de leur circonférence, ces couches supérieures se fissurent jusqu'à la couche la plus récente pour s'adapter, comme chez le hêtre, aux dernières dimensions du périmètre. Il apparaît ainsi que plus les crevasses sont profondes, plus l'espèce est lente. En avançant en âge, le phénomène prend une nouvelle ampleur. Dès qu'ils franchissent le cap des 200 ans, la base des hêtres commence elle aussi à se fissurer. Et, histoire d'informer toute la forêt, des mousses entreprennent de coloniser les fissures. L'humidité due aux précipitations y persiste plus longtemps qu'ailleurs et fournit l'eau nécessaire à leur alimentation. Leur présence, visible de loin, permet d'évaluer l'âge d'une hêtraie. Plus la végétation s'élève sur le tronc, plus l'arbre est vieux. Chaque arbre est unique, et la formation des fissures est une question de tempérament. Des sujets jeunes peuvent être plus ridés que leurs jumeaux de même espèce. À 100 ans, certains hêtres de mon district sont déjà couverts de rugosité du haut jusqu'en bas, alors que cette évolution du liège ne devrait intervenir que vers 250 ans. En l'état actuel de nos connaissances, nous ne savons pas si le phénomène est d'origine génétique ou lié à une modification excessive des conditions environnementales. Toujours est-il que certains facteurs présentent de fortes ressemblances avec ce que nous vivons. Les pins de mon jardin sont particulièrement crevassés. L'âge ne peut pas être seul en cause, car avec leurs petites centaines d'années, ils sont tout juste adultes. Depuis 1934, ils bénéficient d'un ensoleillement important. Cela correspond à l'année de construction de la maison forestière. À l'époque, une partie du terrain dut être défrichée, ce qui s'est traduit par un surplus de lumière pour les pins subsistants. Un surplus de lumière, de soleil et de rayonnement ultraviolet. Chez l'homme, le rayonnement ultraviolet accélère le vieillissement de la peau, et apparemment chez l'arbre aussi. Du côté exposé au soleil, le liège est en outre sensiblement plus dur, donc moins souple, et par voie de conséquence plus sujet aux fissures. Toutes ces modifications du liège peuvent néanmoins être aussi imputées à des affections de la peau. De même que l'acné juvénile peut laisser à vie des cicatrices sur la peau, une invasion de l'acnidée peut définitivement léser la surface de l'écorce. Ce ne sont pas des fissures qui apparaissent, mais des milliers de petits cratères et micropustules qui ne s'effaceront jamais. Chez les individus souffreteux, ils vont se transformer en plaies humides et suppurantes, bientôt colonisées par des bactéries qui donnent une teinte noire aux coulures. Il n'y a pas que chez l'homme que la peau est le reflet de l'état de santé, et peut-être aussi de l'âme. Les vieux arbres peuvent assurer une fonction particulière d'une grande utilité à l'écosystème forestier. Il n'existe plus de forêt ancestrale dans le centre de l'Europe. L'âge du massif de grande taille le plus ancien oscille entre 200 et 300 ans. Plutôt que d'attendre que ces peuplements redeviennent forêts vierges pour comprendre le rôle que peuvent jouer des arbres vraiment vieux, il faut que nous nous transportions sur la côte ouest du Canada. C'est là que Zoé Lindo, une biologiste de l'université McGill de Montréal, a mené une étude sur des épicéas de Sitka âgés d'au moins 500 ans. Les rameaux et les enfourchures des branches de ces vénérables sujets portent d'importantes quantités de mousse. Les coussinets végétaux sont colonisés par des cyanobactéries, communément appelées algues bleues, qui ont la propriété de fixer l'azote atmosphérique et de le transformer en azote minéral assimilable par les arbres. Un fertilisant naturel que la pluie lessive et met ainsi à la disposition des racines. Les vieux arbres contribuent donc à nourrir et à fertiliser le sol de la forêt et aident ainsi leur progéniture à bien démarrer. Les mousses, mettant des décennies à s'implanter et à se développer, jamais les jeunes individus ne pourraient bénéficier de cet apport sans le concours de leurs aînés. Outre l'aspect de l'écorce et la présence de mousse, d'autres modifications corporelles nous renseignent sur l'âge des arbres. Le houppier, par exemple, qui présente des analogies certaines avec le chef de votre serviteur. Sur le haut de mon crâne, les cheveux commencent à se faire rares,
il ne pousse plus comme au temps de ma jeunesse. Il n'en va pas autrement des branches les plus hautes de la couronne. À partir d'un certain âge, selon les espèces, entre 100 et 300 ans, les pousses annuelles deviennent toujours plus courtes. Chez les feuillus, la succession de ces pousses raccourcies induit la formation de branches crochues, comme des doigts déformés par les rhumatismes. Chez les conifères, la flèche s'arrête sur une pousse apicale qui finit par afficher une croissance zéro. Si les épicéas en restent là, le haut du houppier des sapins blancs poursuit sa croissance en largeur, au point qu'il en vient à ressembler au nid d'un grand oiseau, un phénomène que les spécialistes nomment en conséquence cime en nid de cigogne. Quant au pin, il modifie sitôt sa croissance qu'avec l'âge, l'ensemble de sa couronne présente une forme étalée sans flèche apparente. Quelle que soit la forme que prend le phénomène, tous les arbres cessent progressivement de croître en hauteur. Un jour arrive où propulser l'eau et les éléments nutritifs toujours plus hauts solliciteraient leur système vasculaire au-delà de ses capacités. En compensation, ils optent pour une croissance en largeur et deviennent ainsi de plus en plus gros en vieillissant, autre phénomène que nous sommes nombreux à partager avec les arbres. Ce nouvel état est limité dans le temps, car au fil des années, leurs forces vont lentement décliner. Les branches supérieures du houppier, qu'ils ne parviennent plus à alimenter, meurent. Dès lors, à l'instar des humains qui rapetissent inexorablement, leur taille va peu à peu diminuer. La première tempête qui survient nettoie le houppier de ses rameaux morts, un coup de balai qui a pour effet de rafraîchir temporairement la silhouette. Le processus se répète, et chaque année, le houppier perd imperceptiblement en ampleur. Quand tous les rameaux du haut ont été balayés, il reste les branches maîtresses. Elles aussi meurent, mais elles ne tombent pas si facilement que cela. Désormais, l'arbre ne peut plus cacher ni son grand âge, ni son dépérissement. C'est le moment que choisit l'écorce pour refaire son entrée en jeu. Les petites plaies suintantes ont offert autant de portes ouvertes aux champignons. Ils signalent leur avancée victorieuse par de superbes fructifications en forme de demi-soucoupe qui adhèrent au tronc et grossissent d'année en année. À l'intérieur, ils franchissent toutes les barrières et pénètrent jusqu'au duramen, le bois parfait, au cœur du tronc. Selon les espèces, ils y dévorent les glucides qui y sont stockés, ou, pire encore, la cellulose et la lignine. Ce faisant, ils décomposent et pulvérisent le squelette de l'arbre qui se défend néanmoins vaillamment pendant encore plusieurs décennies. De part et d'autre de la blessure qui ne cesse de grandir, du nouveau bois se forme, qui évolue en épais bourrelets destinés à renforcer sa structure. Cela permet au corps en décomposition de résister encore un temps aux assauts des tempêtes hivernales. Puis, un jour, c'est la fin. Le tronc se brise et l'arbre rend son dernier souffle. C'est tout juste si l'on n'entend pas le « enfin » de la jeune garde qui attendait son tour et ne va mettre guère d'années à se développer en hauteur et dépasser le vieux tronc pourri. Tout ne s'arrête pas là. Le grand cadavre en décomposition va encore contribuer à l'écosystème pendant très longtemps. Mais nous en reparlerons plus tard.